Bonjour, je suis Gilles Rapaport, dessinateur et auteur, et je suis sur Inspiration Culture. Bonjour Gilles Rapaport, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, une première question un peu large, un peu directe, mais ça signifie quoi être dessinateur et auteur aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? Alors ça, je ne sais pas très bien, je sais juste que c'est ce que je suis depuis toujours, donc je ne me D'accord. pose pas la question de savoir ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Je fais toujours mon métier de la même façon. Qu'est-ce que depuis c'est j'ai pour vous commencé. alors? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça... Profondément, c'est Ouais, un mode de vie. ouais, Voilà. C'est travailler, quand je dis travailler, c'est dessiner ou écrire tous les jours. ouais. C'est y penser sans cesse. C'est travailler chez moi, donc être en famille, Mhm. mêler intimement vie privée et vie publique, enfin professionnelle, pas publique, Je comprends. et avoir toujours la possibilité de décider de ce que je fais quand je le fais, même si je suis dépendant de mes clients, hein. Bien sûr. Mais je gère mon temps comme je veux, comme depuis toujours. Et qu'est-ce que ça signifie donc, c'est quel type de dessin que vous exercez, que vous pratiquez? Je travaille dans tous les domaines où on peut dessiner en communication et en édition. Donc je fais du dessin de presse, je fais du dessin pour les entreprises, je fais de l'illustration en jeunesse, Ouais, j'écris pour la jeunesse. ouais. Donc je fais des projets de dessins animés, de séries, de livres qui aboutissent ou n'aboutissent pas, peu importe. Et je dessine à la commande surtout, sauf en édition. Je Alors, propose mes propres projets, d'accord. mais en presse ou en entreprise, je ne travaille qu'à la commande. Et alors, c'est quelque chose de spécifique quand même aussi, c'est quand même une démarche différente. Donc, à la commande, c'est donc partir d'une proposition, comment ça se passe? C'est des questions qui peuvent paraître évidentes comme ça pour vous, pour moi, mais qui ne le sont pas tant quand on connaît moins ces métier. domaines-là. En presse, typiquement, on m'envoie un article Ouais, ou un dossier en me demandant de trouver des idées de dessin ouais, pour l'illustrer, qui vont soit dans le corps de l'article, soit vont servir pour un dessin de couverture, peu importe, mais en tout cas, on m'envoie toujours un support. Quand le papier n'est pas écrit, on me raconte ce qu'il va y avoir dans le papier, et à moi de trouver les idées. En entreprise, c'est un peu plus large. Ce sont souvent des thématiques où je rassemble beaucoup de documentation, où le client me donne de la documentation. oui, Par exemple, là, je fais un gros travail sur une charte du bien vivre ensemble pour une entreprise. Donc j'interroge les clients sur ce que ça veut dire pour eux. Eux-mêmes ont écrit cette charte, mais c'est une entreprise qui fait de la peinture industrielle. Donc il faut que je connaisse un peu les métiers, il faut qu'ils me les racontent, je vais sur place et j'interprète tout ce que j'ai comme document. c'est ça, pour le transposer dans l'univers du dessin. Voilà, D'un dessin qui est souvent humoristique, plutôt humoristique. plutôt humoristique. Oui, ou humoristique ou un peu décalé. C'est le petit pas de côté qui fait qu'on va réfléchir un tout petit peu autrement au sujet grâce au dessin. Et ça, c'est pas effectivement une chose essentiellement nécessaire, j'allais dire, cet humour. Vous en pensez quoi? C'est-à-dire, Cet humour dans une période où on rit pas forcément beaucoup. j'ai commencé en entreprise avec EDF sur un thème qui était très drôle, l'accidentologie. J'ai commencé à travailler pour le service prévention et sécurité. Donc un thème pas drôle. Pas drôle du tout, avec Très sérieux. des accidents mortels, avec des accidents graves, avec une fréquence qui était importante, des accidents de la circulation. Et les communicants de ce service-là ont choisi l'humour justement pour dédramatiser et faire passer des messages forts vis-à-vis des salariés d'EDF. Donc j'ai vraiment commencé avec eux et je peux dire que j'ai compris l'importance et l'intérêt de l'humour pour traiter n'importe quel type de sujet et l'importance de faire ce petit pas de côté qui permet de réfléchir un peu autrement. Même en parlant de la mort, parce que j'ai fait des dessins sur des accidents mortels, enfin sur des situations qui créent des accidents mortels, surtout dans le monde de l'électricité, où la moindre erreur peut être vraiment fatale quand on manipule des fils du câble électrique. Donc le dessin, c'est l'occasion pour celui qui le regarde, qui en prend connaissance, de, si on peut dire,
prendre du recul. Alors je sais pas comment dire C'est une accroche en fait. Ouais. Un dessin d'humour, c'est une accroche. Si ça fait rire ou si ça fait sourire, si ça répond bien. En fait, le dessin en général, soit il est autoportant, ce qui arrive souvent, soit il répond clairement à un titre. Ouais. Et si le dessin fait rire ou fait sourire, déjà le lecteur va rentrer tout de suite dans le sujet, Ouais. ou va se poser d'emblée une question en se demandant mais pourquoi ça me fait rire, ou de quoi parle ce dessin et pourquoi ça me fait réagir. Quand on parle de l'accidentologie, effectivement, ou même quand on parle de ce que je suis en train de faire sur la charte du bien vivre ensemble, quand je mets en scène une situation qui n'est justement pas du bien vivre ensemble, le lecteur se reconnaît ou reconnaît une situation qu'il a déjà vécue. Il s'identifie immédiatement et donc il rentre dans le sujet par ce biais. Le biais de l'humour est vachement intéressant pour le sujet, et l'effet loupe d'un dessin d'humour sur une situation ou un comportement est très intéressant, parce que effectivement il permet de, par le biais de l'humour, de faire passer un message fort. On peut pas dire à quelqu'un t'as fait une connerie, mais si on lui montre la connerie qu'un dessin d'humour qui dédramatise ou désamorce quelque part la situation, ça marche. Et c'est tout l'intérêt du dessin d'humour en entreprise. Gilles, on a parlé là à l'instant des dessins qui sont exercés dans un contexte de commande client. Et vous évoquiez au début le fait que vous avez également créé un certain nombre de dessins pour des livres en tant qu'artiste-auteur. Est-ce que parmi tous les dessins, les projets réalisés, vous voulez nous parler d'un projet en particulier qui est resté pour vous important, qui est très... S'il y en avait peut-être un dont vous vouliez parler aujourd'hui, c'est bien sûr qu'il y en a plusieurs. J'ai tendance à penser, mais c'est moi, qu'on refait toujours le même livre. Ouais, pourquoi ça ? Il y a des détails, chaque livre étant différent évidemment, mais il y a un fond qui est très très fort au démarrage. Ouais. Mon premier livre important, publié en tant qu'auteur et illustrateur, c'est Grand-père. Ouais. Qui est un livre qui parle de la Shoah, tout à fait. Que j'ai publié en 98, donc il y a un petit bout de temps maintenant, à une époque où le sujet n'était pas énormément travaillé en jeunesse, voire pas beaucoup du tout. C'était encore tabou, peut-être. Avec le recul, je me rends compte que j'ai souvent... que ce livre-là, j'aurais pu m'arrêter après en fait, parce qu'il était autant dans le fond que sur la forme. Il était remarquablement réussi et qu'après il y a eu comme une forme de redite à chaque fois, et il y a eu une... C'est quelque chose de vous, de profond, de très profond, mais dont j'avais pas conscience évidemment. Bien sûr. C'est venu en le dessinant, en le racontant Non, c'est venu bien après. Ah, ok. C'est venu qu'avec le regard des autres sur mon travail et la façon dont il a été interprété, dont le livre a vécu ensuite. Sinon, moi, j'ai pas conscience de ce que je fais. Je fais même aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'écris, quand je dessine, je fais. Quand je fais un livre, c'est ça. Je pense au livre lui-même, mais je ne suis que dans le faire. Ouais. Donc l'analyse, elle est vous la donnez aux autres. Exactement. C'est ça. C'est les gens qui après s'en emparent. Il y a une énorme question d'intuition. Ouais. C'était quoi cette histoire de grand-père ? Alors, grand-père, si vous voulez bien. Ou même juste en 2 mots. Non, mais j'essaie de le rendre le plus simple possible pour l'exprimer, parce que je le connais tellement que... Alors, pour faire simple, depuis que je dessine et que j'écris, je sais que je veux faire un livre sur la Shoah. Ça me paraît important dans mon travail, dans ma volonté de transmettre quelque chose. Donc je travaille pour la jeunesse, je veux faire un album jeunesse sur la Shoah, un album qui parle de la Shoah et qui la raconte d'une certaine façon aux enfants, aux grands enfants. Bien sûr. Grands enfants, c'est quoi ? Alors j'ai appris ça après aussi, à partir du CM2. C'est ce qu'on appelle le cycle 3. C'est des gamins qui savent déjà lire, qui ont déjà une petite culture et historique et littéraire, si on peut. Oui. Donc, étant auteur et illustrateur jeunesse, pas encore vraiment auteur, mais surtout illustrateur jeunesse et illustrateur de presse, je fais le choix de faire un album. Et
je réfléchis avant d'écrire quoi que ce soit. Avant d'écrire quoi que ce soit, je réfléchis beaucoup là, à ce que je vais raconter. Je ne sais pas, en fait, pendant des mois, presque des années, je ne sais pas, jusqu'à ce que je tombe sur un reportage à la télé qui raconte la visite au Struthof d'un grand-père résistant et de son petit-fils. Ouais. Et cet homme raconte à son petit-fils ce qu'il a vécu. Et comment ça s'est passé avec une distance que je trouve très forte. Et je me suis dit que c'était la meilleure façon de raconter cette histoire, c'était de faire comme si mon grand-père avait été déporté, ce qu'il n'a pas été, et de raconter ce qu'il a vécu, en m'appuyant sur mon histoire familiale, donc en me servant de mon histoire familiale pour donner un cadre et construire vraiment, poser quelque chose de concret. Et après, je fais le choix de presque caricaturer tout ce qu'a vécu un déporté du moment où il est pris jusqu'à la libération d'Auschwitz. C'est donc, un mélange de partir du réel de l'histoire familiale, mais venir intégrer une fausse histoire en plus de... Plus partir de la grande histoire, de tout ce que j'ai lu, de témoignages, de ce que je connais, et de me servir de mon histoire personnelle pour lui donner... c'est intuitif aussi, mais pour y mettre de la sève émotionnelle, sûrement. Je sais pas comment le... Absolument. Absolument. C'est en sachant que c'est un thème sur lequel on ne peut rien inventer. On est, d'un point de vue éthique et philosophique, on doit ne raconter que ce qui est arrivé et on ne peut rien créer. Donc je ne pouvais pas inventer strictement historique. Voilà. Je ne pouvais pas inventer factuel, historique, tout ce qu'on veut. Je ne pouvais pas inventer une famille, je ne pouvais pas créer des personnages, même si grand-père est fictif par la force des choses, puisque le mien n'a pas été déporté. Mais, donc ce livre-là, c'est mon premier livre, et le texte était plutôt très bien, il est toujours, très métaphorique. Et j'ai passé beaucoup de temps sur les dessins, parce qu'il fallait dessiner la Shoah. Donc c'est un questionnement très très fort. Comment on représente la Shoah en tant que dessinateur, puisqu'il ne faut pas inventer, mais l'interprétation artistique fait que forcément... Il y a une part de subjectivité. Une énorme part de subjectivité. Donc il y a un vrai questionnement sur le dessin, et il y a surtout un vrai questionnement sur le dessin pour la jeunesse. Comment ne pas trahir l'esprit de la Shoah? Jusqu'où on va, tout en s'adressant à la jeunesse. Donc comment ne pas faire un dessin entre guillemets jeunesse tout en restant jeunesse. Donc ça demandait pas mal de travail, mais bon, à cette époque-là, j'avais cette énergie d'essayer, de chercher, de faire plein de choses, et puis je croyais beaucoup à ce que je faisais. J'avais un éditeur surtout qui était incroyable, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, et qui était persuadé que c'était un projet qu'il fallait absolument faire, et un livre où il fallait me laisser une entière liberté. Donc il m'a laissé quasiment faire tout ce que je voulais, en me demandant juste de rajouter une couleur, parce que je voulais tout faire en noir et blanc. J'ai travaillé avec un ami qui était directeur artistique, Julien Jossé. Oui. Et que je connais bien, effectivement. Voilà. On a construit le livre ensemble. Et en fait, je me suis rendu compte que ce livre-là était une vraie force, parce que le texte est fort, parce que les dessins sont forts, parce que la mise en page est forte, parce c'est un ensemble ultra cohérent et qui répond exactement à la question que je m'étais posée au départ: comment transmettre la Shoah aux enfants. Et c'est ça qui fait une bonne histoire, c'est ça qui fait une vraie histoire, j'ai envie de dire. Je sais pas, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est ce que elle a été laissée, elle a été racontée, vous en avez pris les rênes. Elle n'a pas été spécialement, comment dire, c'est l'auteur, le directeur artistique qui ont pu un petit peu... Non, j'avais le regard de l'éditeur et de Julien, mais un regard amical, j'allais dire. Mais c'est moi qui ai fait vraiment mon livre. C'est ça. Là, tous mes livres, je me pose la question de savoir qu'est-ce que je veux raconter, comment le raconter, et est-ce que je vais bien raconter. Voilà. Et Grand-père, de ce point de vue-là, il est remarquable. Enfin, il est vraiment bien. Ça, je ne le savais pas quand je l'ai fait. Je le sais que 20 ou 30 ans après, enfin 30 c'est beaucoup, mais quand je me rends compte, quand je me retrouve... Avec le recul des années. Voilà, sur ce que j'ai fait,
quand je vois ce que je fais comme autre livre sur la Shoah, je vois bien qu'il y a une forme de répétition. C'est pas tant c'est pas tant que ce soit inutile, c'est jamais inutile, mais j'aurais pu m'arrêter après Grand-Père. J'avais fait mon livre. Est-ce que c'est pas le propre aussi des artistes en général de répéter inlassablement? Je pense que oui. La même chose, Oui. la même histoire, effectivement, sous différents aspects, différents avatars. En fait, j'ai appris que je traitais toujours les mêmes thèmes, mais de façon différente, sur la liberté en réalité. La liberté d'être, la liberté de choisir, la liberté de penser. Et où je racontais tout le temps l'importance d'être vraiment autonome intellectuellement. Merci beaucoup, Gilles Rapaport. Merci à vous. Merci.